Boutran, bonjour. Bonjour. Alors, pour cet entretien avec les non-alignés, cet entretien pour l'été 2019, on va peut-être faire un point sur la géopolitique au Moyen-Orient, comme à l'accoutumée avec vous. Alors, quelle est l'actualité de la crise iranienne et du Moyen-Orient en ce moment? Premièrement, c'est un plaisir de retrouver les non-alignés et c'est une fierté. Pour répondre à votre question, il est utile de revenir sur l'essentiel. Le programme nucléaire iranien est un programme nucléaire à la base spécifique. Pourquoi le programme nucléaire iranien existe? Les pays du tiers-monde en général sont des pays considérés comme étant des pays qui vendent du pétrole et qui consomment l'argent du pétrole. Et ça, c'est la caractéristique des pays du tiers-monde. Donc, l'Iran, depuis l'époque du Shah, a décidé de varier ses productions d'énergie. Donc, depuis 1974, l'Iran a établi un programme d'énergie nucléaire pour pouvoir avoir, en plus de l'énergie basée sur fossiles, une énergie non polluante et diversifiée. Ce programme a été à l'époque encouragé par les Français et surtout par les Occidentaux, mais particulièrement par les Français. Avec la révolution iranienne, le programme s'est arrêté à un certain moment. Et après la guerre Iran-Irak, le programme a repris. Donc, à la base, ce programme était bien connu des Occidentaux, qui n'en faisaient pas cas, au contraire. Mais comme la politique iranienne a changé vis-à-vis de l'entité sioniste, et comme l'Iran est devenu un pays qui n'est plus pro-sioniste et pro-occidental, on a commencé à soulever la question de l'embargo et la question du nucléaire iranien. Cette question a été résolue par un accord qui a assuré, on va essayer de résumer, toutes les garanties nécessaires à l'Occident quant à la production d'une arme nucléaire. Tout en sachant que le pays à côté de l'Iran, à savoir le Pakistan, possède l'arme nucléaire et on ne fait aucun embargo ni aucun problème au Pakistan. De même que l'Inde a l'arme nucléaire et on ne lui cause aucun problème. Mais parce que l'Iran a une politique antisioniste, qu'on a essayé de focaliser sur la question iranienne. L'accord a été conclu, mais les sionistes n'étaient pas contents. Une fois que l'administration Trump était au pouvoir, et cette administration qui a une politique ultra-sioniste, ou sioniste d'extrême droite, on va dire, si vous permettez l'expression, Trump a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. Les Occidentaux et l'Europe en particulier ne veulent pas dénoncer cet accord, parce qu'ils savent que cet accord est d'un côté utile et d'un autre côté juste. Troisièmement, ils ne veulent pas de tensions et de guerre dans la région. Nous avons vu ces derniers temps les tensions monter à un cran tel que la confrontation militaire était à portée de vue. Mais est-ce que l'administration Trump, l'OTAN et leurs alliés locaux ont la volonté et la capacité d'affronter l'Iran et l'axe de la résistance au cours d'une guerre? Je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les alliés des États-Unis dans la région sont des pays faibles et artificiels. Que ce soit l'entité sioniste, qui est une entité formée de colons ramassés d'à travers la planète qui sont venus occuper un pays que des gens possèdent depuis 5000 ans. Ces colons, quand ils viennent dans l'entité sioniste, on leur chante deux choses. On leur dit c'est le pays du miel et du lait, c'est le pays de la prospérité et c'est le pays où vous allez être les élus de Yahvé. Alors, si ces gens-là arrivent là-bas pour subir des milliers et même des dizaines de milliers de missiles, ils vont s'en aller. Donc, de ce point de vue, l'entité sioniste ne peut pas supporter une guerre et ne peut pas supporter de recevoir des milliers d'obus ou des milliers de missiles. Faut-il rappeler que pendant la deuxième guerre du Golfe, quand le président irakien assassiné, le président Saddam Hussein, a envoyé quelques scuds rudimentaires à l'époque, toute l'entité sioniste était en émoi. Faut-il rappeler qu'en 2006, quand les Libanais et la résistance libanaise ont riposté aux crimes de guerre commis par les avions sionistes et par les bombes sionistes sur la banlieue de Beyrouth et sur certains quartiers du sud du Liban et certaines villes du sud du Liban et de la Bekaa, quand les obus sont tombés sur Haïfa et sur les colons de Galilée, on a vu comment la peur
a poussé des milliers de colons sionistes à abandonner les régions du nord de l'entité sioniste pour se concentrer à Tel Aviv. Alors, que serait-ce le cas si des milliers et des centaines et même des dizaines de milliers de missiles s'abattaient sur cette entité? Il est vrai qu'ils ont essayé de produire un programme antimissile, mais ce programme antimissile est loin de pouvoir protéger l'entité sioniste de manière à permettre une agression. C'est pour ça, il me semble aujourd'hui, que ce n'est pas les sionistes qui poussent les Américains à la guerre, c'est plutôt les sionistes qui demandent aux Américains de temporiser. Pas seulement les sionistes. Si on prend les autres alliés américains dans la région, à savoir les Émirats arabes unis. Mais les Émirats arabes unis, et surtout Dubaï, c'est une ville artificielle. C'est une ville basée sur du sable, construite sur du sable avec l'argent du pétrole. Alors, quand les risques de guerre sont devenus grands, l'émir de Dubaï a expliqué clairement à l'émir d'Abu Dhabi qu'un seul obus sur Dubaï et tout le mythe, toute la chimère basée sur la prospérité et les transactions à Dubaï, où il faut rappeler que Dubaï est quand même l'un des plus grands paradis fiscaux du monde, paradis fiscaux qui protègent tous ceux qui sont sous embargo. Et même ceux que les Émirats considèrent comme soi-disant ennemis ont leur banque et ont leurs sources à Dubaï. Et les Américains ne fouillent jamais cet émirat. Donc ceci est bon à rappeler. Cet émirat ne peut pas supporter le poids d'une guerre face à l'Iran. De même que l'Arabie Saoudite ne peut pas. Parce qu'aussi on est dans une monarchie qui n'a pas une armée pour se défendre, qui va chercher et je reviendrai sur ça plus longuement si vous permettez encore un peu, qui va chercher des Soudanais pour se défendre. Et face à des Yéménites qui sont encore avec des armes rudimentaires. Nous reviendrons sur ça plus longuement. Sur le point des risques de guerre. Donc, effectivement, les risques de guerre existent. Personnellement, je crois que ces risques aujourd'hui ne vont pas aboutir à une guerre, mais je ne l'exclus pas. Parce que si les sionistes américains, les amis de M. John Bolton et les autres ultra-sionistes vont continuer à accroître la pression sur l'Iran, et que malheureusement le Royaume-Uni, au moment de sa sortie de l'Europe, va devenir encore un satellite beaucoup plus docile aux Américains qu'il ne l'est actuellement. Si avec tout ça, on va avoir une pression encore plus grande, les risques de guerre ne sont pas à exclure. Parce que si un pays est asphyxié, on le pousse à la guerre. Ceci peut-être me rappelle certains événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment l'affaire Pearl Harbor et la manière dont le Japon a été encerclé en 1940. Donc les risques de guerre existent, mais à mon avis, je crois que nous n'allons pas vers une guerre dans la région. Néanmoins, le problème du contrôle, pas seulement du pétrole, mais des voies de communication du pétrole, reste essentiel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont pratiquement devenus le premier producteur de pétrole au monde. Les États-Unis produisent environ 10 millions de barils jour. Mais les États-Unis, premièrement, continuent à avoir besoin du pétrole, mais ils ne l'importent pas essentiellement de cette région. Mais ce qui est essentiel, c'est que les États-Unis veulent contrôler les voies de transport et de communication du pétrole, qui reste la voie essentielle de toute l'activité économique mondiale, et qui reste, malgré tout ce qu'on dit, qui est vrai, sur les problèmes écologiques et les problèmes de réchauffement de la planète, jusqu'à maintenant, l'énergie essentiellement est fossile, essentiellement basée sur le pétrole. Donc, le détroit d'Ormuz, qui permet le passage de 70% de l'exportation du pétrole de la région, est contrôlé en partie par l'Iran et en partie par les Émirats et leurs alliés saoudiens et américains. Mais, et là la question, si le pétrole en sortant du détroit d'Ormuz va vers l'Asie, il n'y a que ce passage. Mais les Européens, et je parle en France,
ont un second problème, encore beaucoup plus grave, de même que tous ceux qui importent du pétrole, à part les Asiatiques qui sont à l'Extrême-Orient. C'est qu'il y a un autre détroit par qui le pétrole et le gaz doivent transiter. C'est le Bab el-Mandeb. Le Bab el-Mandeb est le détroit qui sépare d'un côté à l'est le Yémen et à l'ouest le Soudan et Djibouti. Le Bab el-Mandeb est un deuxième passage obligé qui permet aux vaisseaux et qui permet aux paquebots et aux grands tankers pétroliers de passer vers la mer Rouge et de la mer Rouge vers le Sinaï, vers le canal de Suez et puis vers la Méditerranée, donc vers l'Europe. Donc, contrôler le Bab el-Mandeb revient aussi à contrôler l'une des voies essentielles de communication et de transit de l'énergie dans le monde. D'où le grand drame qui se joue toujours actuellement, qui est la guerre au Yémen, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur votre site et sur vos ondes depuis déjà 2 ans et demi, et même je crois 3 ans. Et je me permets aujourd'hui, en reparlant d'énergie, en reparlant des tensions géopolitiques dans la région, de revenir sur ce drame. Drame provoqué essentiellement par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite, par les Émirats Arabes Unis et par leur plan, à la limite, si vous permettez l'expression, je dirais dément. On a dépecé un pays pauvre. Non seulement on l'a dépecé, mais il y a aujourd'hui une tentative de créer une entité sud-yéménite complètement assujettie aux Émirats Arabes Unis, sous prétexte de vouloir avoir l'autonomie par rapport au nord. Pourquoi on a voulu ça? C'est pas du tout pour émanciper le nord du sud, tout en sachant que le Yémen, comme le Liban, comme l'Irak, sont des pays ayant des communautés confessionnelles différentes. Mais ceci ne justifie pas des tensions ou des guerres ou des épurations ethniques du tout. Il faut dire que les Émirats Arabes Unis tentent de mettre la main sur un port stratégique qui est le port d'Aden. Aden qui fut dans le temps la capitale du Yémen du Sud du temps de la séparation. Et Aden, si le Yémen était resté uni, aurait pu devenir un port qui aurait pu faire de la concurrence à Dubaï, ou même à d'autres ports saoudiens dans la région. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, contrôler le sud du Yémen, c'est contrôler surtout la voie de communication de Bab el-Mandeb, qui permet aux tankers et aux vaisseaux de commerce de rentrer dans la mer Rouge pour passer par le canal de Suez. D'où cette tentative effrénée saoudo-émirati de contrôler tout le sud du Yémen et de contrôler le Bab el-Mandeb et surtout de contrôler une île qui s'appelle Socotra, qui est en plein océan Arabe ou océan Indien, disons en plein océan pour faire simple, qui est une île yéménite, qui a un climat très spécial et qui a des sites naturels exceptionnels. Malheureusement, l'occupant émirati a mis la main sur cette île, il a arraché des arbres et il a détruit une grande partie de l'écosystème de l'île de Socotra. Et il a pris cette position stratégique qui lui permet de contrôler la navigation dans une grande partie de l'océan Arabe ou de l'océan Indien ou de la mer d'Oman, comme vous voulez, on l'appelle, c'est pas le... Mais il y a aussi cette position stratégique. Cette tragédie yéménite a transformé le Yémen en un pays qui est un pays quasi existant. Malheureusement, il y a le chaos total dans un pays pauvre, bombardé, soumis à un embargo où il n'y a ni hôpitaux, ni dispensaires, ni médicaments, les enfants meurent de faim. Et malgré ça, l'aviation saoudienne et l'aviation émiratie, épaulée par une armée soudanaise à leur merci. Et je reviendrai, parce que ceci a eu des conséquences au Soudan même. Je reviendrai sur la question soudanaise si vous me le permettez, parce que j'ai aussi des choses à dire sur le Soudan, qui a vu un grand changement se développer, à cause, entre autres, de la guerre du Yémen. Parce que l'armée soudanaise est en train de mourir pour être un sac de sable pour les Saoudiens. Parce que ceux qui défendent aujourd'hui la frontière saoudienne face aux Yéménites, ce n'est pas l'armée saoudienne qui n'existe pas,
malgré les centaines de milliards dépensés à M. Trump et à l'industrie militaire américaine et aux sionistes, ceux qui défendent la frontière saoudienne, c'est les unités spéciales soudanaises dirigées par l'homme fort de Khartoum aujourd'hui, qu'on appelle Ahmedeti, le général Ahmedeti, qui est entre autres responsable des massacres du Darfour. On y reviendra si vous permettez. Juste encore pour dire un mot essentiel. La tentative de déstabiliser et de détruire l'État yéménite est une menace non seulement pour le Yémen et non seulement pour la presqu'île arabique, mais peut être aussi un déclencheur d'un conflit beaucoup plus grand. Parce que les Yéménites, avec des armes rudimentaires, avec des moyens tout à fait basiques, ont réussi à avoir des missiles qui sont en train d'arriver au port de Riyad. Et c'est pour ça que le gouvernement de Sanaa, qu'on appelle Houthi, en faisant référence à l'émir Houthi, qui est l'un des dirigeants du mouvement au pouvoir à Sanaa, a clairement menacé les Émirats arabes unis que s'ils allaient continuer à bombarder des populations civiles, Dubaï et Abu Dhabi n'étaient pas à la merci d'obus. Et même, il y a certaines vidéos qu'on peut consulter sur le net qui montrent des obus qui sont tombés sur l'aéroport de Dubaï. Mais les Émirats arabes unis ont tout fait pour camoufler ceci parce qu'ils ont eu peur que si jamais cette affaire est dévoilée, que l'aéroport de Dubaï ne soit plus l'aéroport de transit international qu'il est aujourd'hui. Donc la question yéménite risque à tout moment de dynamiter la région entière. C'est une tension supplémentaire qui s'ajoute au problème du pétrole et qui s'aggrave d'année en année. Évidemment, la propagande saoudienne, sioniste et américaine veut qu'on prétend que l'Iran est en train de donner ses missiles et tout, mais écoutez, l'Iran est à plus de 2500 km du Yémen. Donc comment transporter des missiles au moment où l'armée américaine a des bases en Arabie, a des bases à Bahreïn, a des bases aux Émirats arabes unis, a des bases, la plus grande base américaine au monde c'est au Qatar. La base américaine de Qatar, l'émir du Qatar a payé 8 milliards de dollars aux Américains pour qu'ils agrandissent leur base. C'est le Qatar qui finance la base américaine chez lui et qui finance son agrandissement sur son territoire. La plus grande base américaine au monde n'est pas financée par les Américains, elle est sur le territoire du Qatar et elle est financée par le Qatar, qui non seulement finance cette base, mais finance aussi les fonds de recherche américains pour améliorer les productions de pétrole au Texas, tout en sachant que lui est un pays producteur de pétrole. Donc cet État est en train de financer des concurrents à lui. Vous voyez, plus servile que certains dirigeants arabes, je regrette de vous dire, on ne fait pas. On ne fait pas, on ne peut pas. Ça tient du délire. Au moment où vous avez des populations arabes qui meurent de faim, que ce soit dans les rues du Caire, dans les rues de Khartoum, dans les rues de Sanaa, dans les rues de Tunis, même à Damas ou en Irak, ils ne sont pas en meilleure situation. Donc je reviens, si vous voulez, encore sur la question du Yémen, pour dire que si les Saoudiens vont continuer, et là je le dis pour la 3e fois sur vos ondes, si les Saoudiens vont continuer à bombarder ces populations civiles, la riposte des Yéménites va aller crescendo. Et un risque de conflit devient possible. Parce que les Américains viennent de débarquer 500 soldats sur une base désertique en Arabie Saoudite. Donc ceci aussi est une source de conflit qui peut s'ajouter à l'affaire des tankers américains et qui risque aussi de causer une guerre dans la région. La question yéménite me pousse à rentrer, si vous voulez, dans une 3e affaire qui n'a pas été, à mon avis, assez couverte en Occident, qui est la question du Soudan. Le Soudan a connu une grande révolution démocratique. Le président soudanais qui est au pouvoir depuis 30 ans, sous prétexte de l'islam,
ou en se justifiant de l'islam, a été destitué après 30 ans de régime despotique à Khartoum. Régime despotique et corrompu. Ce régime qui sévissait à Khartoum est venu prêter main forte aux forces saoudiennes et émiraties au Yémen. C'est les unités soudanaises qui protègent la frontière saoudienne des attaques des Yéménites qui se défendent. Ces unités soudanaises sont dirigées par un général qu'on appelle Hmeidetti. Le président soudanais, tout en étant à la solde des Saoudiens et des Émiratis, a permis au Qatar et à la Turquie d'avoir une base sur une île soudanaise à côté du Bab el-Mandeb. Ce qui n'a pas du tout plu aux dirigeants de Riyad et aux dirigeants d'Abu Dhabi. D'où le feu vert donné au coup d'État qui a permis de renverser le dictateur al-Bashir et qui a menacé le Soudan. Il faut rappeler que le dictateur ou le général, l'homme fort du Soudan, Hmeidetti, a réprimé dans le sang la révolte des étudiants de Khartoum et qu'il y a eu 147 étudiants qui ont été jetés dans le Nil, lestés avec des barres de fer et qui ont été jetés vivants dans le Nil. Ça a été un massacre et il y a eu une attaque du camp des étudiants soudanais qui se trouvait à côté du ministère de la Défense. On dénombre au moins 147 à 150 victimes, sans compter les blessés et les disparus. Mais heureusement, le peuple soudanais a été un peuple intelligent. Il a été un peuple sage et il n'est pas tombé dans la guerre civile et dans l'anarchie. Parce que ce qui menace ce pays, comme ce qui menace le Yémen, comme ce qui menace l'Irak, comme ce qui arrive en Syrie, comme ce qui pourrait et risque d'arriver au Liban, comme ce qui se passe en Libye, nous sommes devant les risques de connaître un chaos et l'effondrement de l'État ou la naissance d'un quasi-État, d'un semblant d'État. Pour revenir justement à votre ouvrage, tel que M. Soros les encourage ou voudrait les voir naître et se développer. Malheureusement, ceci est en train d'arriver dans la nation arabe et dans tous les pays arabes. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer sur vos ondes qu'un accord a été officiellement conclu et que si cet accord est respecté, je ne sais pas, au moment où nous sommes en train de faire cette entrevue, cet accord semble conclu et cet accord va permettre la création d'un gouvernement civil et une transition démocratique sur une période de 4 ans. Si cet accord conclu le 17 août est respecté, le Soudan aurait échappé à une nouvelle guerre civile plus meurtrière que celle qu'il a déjà connue depuis une quarantaine d'années. Mais si les généraux soutenus par Riyad et par Abu Dhabi veulent à tout prix établir une dictature dans ce pays et veulent refuser aux habitants de ce pays le droit à la démocratie, ce pays risque de revenir vers une guerre civile. Mais au moment où nous parlons, l'accord semble pour le moment conclu et j'espère appliqué, on ne sait pas. Ceci me mène à un développement essentiel qui est lié à celui-là même. C'est qu'a fait donc la Turquie? Comment se fait-il aujourd'hui qu'un pays membre de l'OTAN, la deuxième armée de l'OTAN, un pays qui a présenté sa candidature à l'Union européenne, soit un pays qui se permet d'occuper en même temps, depuis 54 ans ou 50 ans, le tiers de Chypre et au moins 15% de la Syrie. Faut-il rappeler aux Occidentaux que M. Erdogan constitue une base arrière aux terroristes islamistes d'Al-Nusra qui sont à Idlib? Faut-il rappeler que la région d'Idlib et la région du nord d'Amman et la région du nord d'Alep, sur un territoire qui s'étend environ sur 10 à 12% du territoire syrien,
est tenu majoritairement, pas seulement, je ne dis pas du tout que les 120 000 combattants sont tous des djihadistes de Qaïda, non. Mais je dis que ceux qui sont sur les lignes de front et les forces qui sont les plus combattantes et les plus aguerries sont des combattants d'Al-Qaïda, sous le nom d'Al-Nusra. Nusrat al-Jihad fi Bilad al-Sham, Jabhat al-Nusra. Ces forces sont des forces de Al-Qaïda, créées sous les ordres d'Ayman al-Zawahiri, qui est le numéro 1 d'Al-Qaïda aujourd'hui. La Turquie constitue la seule base de repli de ces mouvements armés. Comment un pays qui est membre de l'OTAN, qui a été candidat à l'Union européenne, se permet d'être une base arrière d'une organisation terroriste qui a 20 000 combattants au moins sur le territoire d'un État souverain indépendant, membre des Nations Unies, qui est la République arabe syrienne? Non seulement ça, il y a à côté de ça la présence d'unités soi-disant syriennes, soi-disant de l'armée syrienne, soi-disant libre, entre guillemets s'il vous plaît, qui sont devenues des milices auxiliaires à l'armée ottomane, à l'armée turque, que dis-je? Oui, ottomane, c'est un lapsus voulu. Effectivement, nous sommes revenus à une politique néo-ottomane où les soldats du sultan ottoman ont des auxiliaires arabes à leur service. Je regrette, et je le dis avec une grande amertume, que des jeunes de Syrie ou de pays arabes ou même d'Asie centrale se soient laissés mener vers cette situation dramatique. Il est heureux qu'au moment où nous enregistrons cette entrevue, l'armée syrienne soutenue par ses alliés tant iraniens que libanais, que surtout russes, qu'il faut saluer, sont sur le point de libérer la route qui mène de Damas vers Alep et de l'attaquer vers Alep en passant par Hama, et sont sur le point de contrôler la région de Khan Sheikhoun et la région de Ma'arat al-Na'man. J'espère qu'au moment où notre entrevue paraîtra, ces régions seront déjà libérées depuis longtemps et que ce que j'annonce maintenant soit déjà une nouvelle connue. J'espère de tout cœur que ceci va avoir lieu. Néanmoins, faut-il rappeler qu'il reste quand même au moins 20% de la Syrie qui sont occupés par l'OTAN, officiellement par l'OTAN, sans que quelqu'un ou un pays indépendant comme la Syrie n'ait demandé la présence de ces forces américaines, françaises, anglaises et italiennes sur son sol. Comment un pays indépendant se voit amputé d'un bon tiers de son territoire par une alliance internationale contre le gré de sa population, et non seulement content d'occuper un tiers de son territoire, ils se permettent de changer la nature démographique de ce territoire. Je m'explique. Ces régions occupées au nord-est de la Syrie sont livrées entièrement aux Kurdes. Or, les Kurdes ne représentent pas totalement qu'une petite partie, une infime partie des régions qu'ils occupent actuellement. Donc la superficie qu'on a livrée aux milices kurdes dépasse de loin les territoires sur lesquels ils existaient avant la guerre contre la Syrie, en Syrie. Ceci nous amène à ce que j'avais déjà sur vos ondes évoqué il y a longtemps, le projet kurde. Et ceci explique les tensions avec les États-Unis et la Turquie. Parce que le problème essentiel de la Turquie, qui va utiliser les Arabes de Syrie comme auxiliaires contre les Kurdes, son problème essentiel, ce n'est pas seulement le problème du coup d'État que M. Erdogan a subi en 2016, non. La question essentielle, c'est la question kurde. Ce que les Turcs reprochent aux Occidentaux, c'est de soutenir les milices kurdes en Syrie. Et leur manière d'encourager le projet kurde dans la région. Ce qui constitue une très grande menace pour la Turquie, qui est formée à 20% d'origine kurde. Tout le sud et l'est turc sont kurdes.
D'où le problème essentiel que j'avais évoqué lorsqu'il y a eu le fameux référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Le projet kurde n'est pas totalement abandonné, au contraire. Il est peut-être mis en veilleuse, mais il n'est pas abandonné, et les Occidentaux de l'OTAN, qu'ils soient français, anglais ou italiens, sont là pour épauler les Kurdes en Syrie et en Irak. Ce qui est aussi un foyer de tension très grand dans la région et qui risque d'avoir des développements très graves pour l'intégrité et l'avenir tant de la Syrie que de l'Irak, que de la Turquie et même de l'Iran. Ceci aussi est un sujet qu'il faut chaque année rappeler, parce que c'est le feu couvre sous la cendre. Il n'y a pas de possibilité de remettre en question les États de Sykes-Picot. Si on va remettre en question les États de Sykes-Picot, ça va être un jeu de domino qui va tomber, et on va tomber dans ce que M. Soros appelle les États faillis, les États faibles, les États qu'il faut recomposer, qui sont dans le cadre de la recomposition sorosienne mondiale que vous évoquez dans votre ouvrage. Et la question qui se pose, est-ce que le Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient, est rentré d'une manière ou d'une autre dans cette phase de décomposition? C'est une question très grave qui se pose. Et surtout qu'il faut constater que c'est principalement les républiques arabes qui sont considérées et qui sont menacées, pas les monarchies. Si vous prenez toutes les républiques arabes, l'Algérie est une république, elle est menacée. La Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban sont tous des républiques. Les monarchies ne sont pas menacées, que ce soit les monarchies du Golfe, que ce soit la Jordanie ou que ce soit le Maroc. Ceux qui sont menacés, c'est les républiques. Est-ce qu'il y a une volonté de remettre en question les États issus de Sykes-Picot de manière à rendre service à l'entité sioniste et au projet plus global du sionisme mondial que vous évoquez dans votre livre de M. Soros? La question mérite d'être posée. En tout cas, ces foyers de tension sont grandissants. Et il est hélas nécessaire d'évoquer, ne serait-ce que rapidement, si vous permettez, les tensions au Liban. Le Liban traverse une très grave crise financière, très aiguë, qui menace la stabilité et l'équilibre du pays. Jamais nous avons connu de crise financière et économique aussi grave. La dette publique libanaise avoisine les 100 milliards de dollars, ce qui représente le troisième pays le plus endetté du monde, après le Japon, après la Grèce et même avant l'Italie. Nous sommes devenus un pays plus endetté que l'Italie. La dette représente environ 150% de notre PIB. Le système monétaire libanais est menacé et l'équilibre à l'intérieur des communautés et à l'intérieur de chaque communauté est menacé et très fragile. Sans compter que ce qui complique encore plus la situation au Liban, c'est la présence d'1 million de réfugiés syriens au Liban. Et malheureusement, le Premier ministre libanais, avec les ministres proches du 14 mars, refuse d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement de Damas pour permettre un retour organisé et sécurisé aux réfugiés syriens sur leur territoire. S'ajoute à ça, encore pour compliquer plus la situation, le problème de la présence des Palestiniens au Liban. Les déplacés palestiniens au Liban sont présents au Liban en tant que réfugiés depuis déjà 70 ans. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que l'ONRWA, qui avait un programme pour financer l'enseignement et l'aide aux réfugiés palestiniens, les Américains ont arrêté de payer cette aide. Pourquoi? Parce que les Américains veulent implanter les Palestiniens au Liban, en Jordanie et en Syrie, selon le plan de qui? De M. Jared Kushner. Plan que j'avais évoqué justement avec les non-alignés l'été passé. Ce plan criminel chimérique n'avance pas, mais néanmoins ne recule pas. Il faut rappeler qu'il y a eu une grande réunion à Bahreïn, à Manama, qui a en parenthèse d'excellentes relations avec l'entité sioniste. C'est aussi valable pour les Émirats arabes unis et pour certains centres de puissance en Arabie saoudite même.
et même plusieurs centres de puissance en Arabie Saoudite ont d'excellentes relations avec l'entité sioniste. Donc, le plan Jared Kushner prévoit l'implantation des Palestiniens au Liban. Alors, à Manama, on a réuni les puissances mondiales et on a essayé de distribuer de l'argent pour dire, bon voilà, écoutez, on va vous donner de l'argent et vous allez accepter ce qu'on vous propose. Eh bien non. Évidemment, inutile de vous dire que le Liban, la Syrie, évidemment, l'Irak, et même la Jordanie, qui est un pays quand même allié des Occidentaux. La Jordanie n'a pas assisté à la réunion de Manama et n'a pas voulu du tout être partie prenante de ce plan criminel qui vise à effacer toute la réalité de la Palestine et qui vise à complètement dépecer et transformer cette région en une sorte de base arrière américano-sioniste dans la région. Ce plan chimérique n'a aucun avenir, mais risque de créer des tensions économiques accrues. Je crois que ce qui nous arrive en tant que Libanais, les problèmes, évidemment, pas seulement militaires et politiques, les problèmes d'approvisionnement en Syrie. La Syrie, qui a du pétrole que les Américains occupent, a un problème d'approvisionnement en carburant. De même que l'Irak, sans compter les problèmes économiques en Jordanie. Nous sommes dans une région où les tensions militaires sont grandissantes, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit même en Jordanie, que ce soit en Palestine. Si les Américains vont continuer à pousser les Émirats et l'Arabie Saoudite et le Qatar à faire des pressions financières sur des pays comme le nôtre, les risques de conflits dans la région à cause de ces pressions économiques vont s'accroître. Parce que nous sommes des pays qui, économiquement, nous n'avons plus les moyens, nous sommes exsangues. Bon, maintenant, il est vrai que certaines sources ont commencé à dire qu'il y a des nappes de pétrole et de gaz qui se trouvent à l'est de la Méditerranée. À partir des côtes ou des eaux territoriales égyptiennes, en passant par les eaux territoriales de l'entité sioniste ou de la Palestine, jusqu'à Chypre et le Liban, en arrivant jusqu'aux portes de la Syrie. Cette nappe de pétrole et de gaz est estimée être importante. Mais on ne peut pas du tout, en l'étape actuelle, connaître la vraie dimension et les vraies capacités de ces nappes phréatiques, tant en pétrole qu'en gaz, tant qu'on n'a pas commencé le forage. Il est vrai que l'entité sioniste a commencé à forer dans la mer face à la Palestine. Et les Égyptiens de même. Et qu'il y a un plan de coopération énorme entre l'Égypte, l'entité sioniste et Chypre, pour essayer d'acheminer le gaz vers la Grèce et de la Grèce vers l'Europe. Mais ce projet est pour le moment stoppé par les Turcs. Parce que les Turcs qui occupent, comme je l'ai dit au début de notre interview, le nord de Chypre depuis 1974, considèrent qu'ils ont droit à une partie du pétrole qui se trouve en face de Chypre. Or, le pseudo-État du nord de Chypre n'est pas reconnu par l'ONU. Il n'est pas reconnu par aucun État, sauf la Turquie. La Turquie reconnaît l'État qu'elle occupe, ou qu'elle a formé elle. Donc, la Turquie ne peut pas revendiquer de droits territoriaux pour la partie qu'elle occupe à partir du nord de Chypre. Cette question est un foyer de tension extrêmement grave, parce qu'au moment où nous faisons notre entrevue, il y a des vaisseaux turcs qui sont en train de forer dans ce qu'ils appellent les eaux territoriales de la République de Chypre du Nord. Ce qui constitue une très grave tension face aux Grecs. Et pas seulement aux Grecs. C'est une région qui intéresse les Syriens, parce que nous sommes aux confins des frontières méridionales de la Syrie, de Chypre et de la Turquie. Cette question intéresse au plus haut point aussi le Liban, où malheureusement les dirigeants corrompus et cette caste de politiciens complètement inutiles et criminels
est en train de miser sur le pétrole qu'elle n'a même pas encore retiré. Ce sont des gens qui vendent la peau de l'ours avant même d'avoir vu où ils peuvent le chasser. Avant même de le chasser, même pas de le chasser. Connaître où il se trouve. Donc, c'est vous dire la situation dangereuse dans laquelle se trouve, hélas, mon pays. Je ne développerai pas des questions de politique interne libanaise, sinon il nous faudrait des heures, et malheureusement, l'intérêt pour nos auditeurs serait limité, parce que la situation libanaise est tellement compliquée et tellement corrompue qu'il serait fastidieux de faire de longs exposés sur la question libanaise à travers vos ondes. Je tiens au temps de nos auditeurs. Reste une dernière chose à évoquer dans cette tension, qui est hélas aussi liée à l'Europe, c'est la question libyenne. Malheureusement, la Libye connaît le chaos parce qu'il y a un gouvernement à Tripoli qui est reconnu, qui est un gouvernement officiel, qui est soutenu par le Qatar et la Turquie et l'Italie, qui se bat contre un général qui a été à un certain moment renégat et que les Américains ont remis en selle, qui occupe Benghazi, c'est le général Haftar, qui occupe Benghazi et qui, à partir de Benghazi, tente d'occuper Sirte et tente d'encercler Tripoli. Il est soutenu évidemment et encadré par l'armée égyptienne, qui veut reproduire le coup d'État du Caire à Tripoli. Et il est soutenu et financé absolument par les Émirats arabes unis et par l'Arabie saoudite, et malheureusement par la France. Ce qui constitue un équilibre de force sur le terrain, qui fait que la guerre civile s'éternise dans ce pays, ce qui permet aux mafias qui transportent des Africains sur les côtes libyennes d'être à l'abri de toute réelle menace, et qui fait que le trafic de migrants vers l'Europe se développe à partir des côtes libyennes, parce qu'il y a une guerre civile en Libye et il n'y a pas d'État. Moi, je considère que l'Europe a une grande responsabilité dans la stabilisation de la Libye pour arrêter les criminels qui sont en train de chercher des migrants en Europe. Ceci est lié. Il faut de la stabilité en Libye et en Algérie et en Tunisie pour arrêter la folie migratoire qui sévit en Europe. Sinon, le problème va s'aggraver sans pour autant être une solution pour le pays africain, ni pour l'Afrique du Nord, ni pour l'Afrique subsaharienne. L'immigration est un drame qui ne résout aucun problème en Afrique et qui apporte des problèmes en Europe. C'est une question clé. Il est nécessaire que les Européens mettent fin à la guerre civile en Libye, qui est aussi criminelle, parce que c'est un pays qui est dans un désastre économique, dans un délabrement financier total, dans un délabrement institutionnel total, au moment où il peut être un grand pays, riche, prospère, et qui peut protéger les frontières sud de l'Europe, parce que c'est un pays qui a un pétrole qui est de bonne qualité, qui est facile à extraire et facile à transporter. Donc, il est nécessaire aussi de voir le problème libyen à l'aune de l'exposition que nous venons d'effectuer sur les problèmes, malheureusement, qui sévissent au Moyen-Orient.